Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire proposé par le Moniteur. Aujourd'hui, nous allons parler consommation énergétique et dans un cadre tout particulier, celui des copropriétés. Alors, ils sont deux avec nous sur ce plateau pour aborder ce sujet important. Benoît Martin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Managing Director Territoire Centre-Ouest en charge du marché de l'habitat chez NJ Solutions. C'est ça. Et Jean-Marc Guyot, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes responsable du département maîtrise des charges chez Foncia, ce qui veut dire, en quelques mots, Jean-Marc Que ce département a la responsabilité d'optimiser les charges de fonctionnement des immeubles dont la gestion nous est confiée par nos clients. Bon, voilà, c'est un petit peu plus clair. Merci Jean-Marc. Nous accueillerons durant cette émission Nicolas Louineau, qui est le président du conseil syndical de la résidence Maubuisson 2 à Saint-Ouen-l'Aumône et qui viendra nous partager son retour d'expérience. Alors, 2022 a été l'objet de fortes tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie, nous incitant à chercher des leviers simples et pragmatiques pour concilier trois objectifs. D'une part, réduire la consommation énergétique et leurs coûts, préserver le confort matériel et budgétaire des usagers et diminuer la dépendance à un approvisionnement énergétique carboné et extraterritorial. Si des solutions très court terme de sobriété ont été mises en place pour passer l'hiver 2022-2023, il en existe d'autres qui permettront à plus long terme de se préparer au prochain, et cela dès maintenant. Alors, ce webinaire va se dérouler en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons voir un petit peu quel est le contexte et les enjeux qui en émanent. Dans un troisième temps, nous regarderons effectivement quelles solutions qui existent à court terme, comme je disais, puis à moyen et à long terme, et tout ça, bien sûr, illustré de retours d'expérience, de cas de figure. Donc, je parlais de Nicolas Louineau. Et nous terminerons par un rapide coup d'œil. Alors, non pas aux enjeux de demain, puisque c'est tout le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais peut-être même d'après-demain, pour voir un petit peu ce qu'il faut d'ores et déjà prendre en considération. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toutes et tous interagir durant ce webinaire en nous posant vos questions. Nous tenterons d'y répondre si nous avons les réponses. Voilà, sinon on le fera plus tard. Alors, Benoît, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous. On parle consommation énergétique, on parle copropriété. Est-ce qu'on peut donner quelques petits éléments de contexte ? Alors oui, plantons tout de suite le décor. Allez. Fixons le contexte. 2023 commence dans une profonde transformation du secteur énergétique. Pour illustrer mes propos et cette profonde transformation, quelques chiffres peut-être. Et pour cela, remémorons-nous ce que nous avons vécu sur le marché du gaz en faveur du logement privé, petit résidentiel collectif. Nous avons démarré l'année 2021, en tout cas en milieu d'année, avec un gaz autour de 45 € le mégawattheure. Et quelques mois plus tard, au démarrage de la saison de chauffe 2021, ce prix était multiplié par 2. Puis par 5 en novembre 2022, lorsque nous avons cette fois-ci démarré la saison de chauffe en cours. Bon, on est passé de 45 à 200 €, quoi, en gros. Exactement, 1 x 5 en bonne et due forme. En bonne et due forme. Alors certes, en 2023, là, ce début d'année, janvier-février, amorce une baisse dont on ne saurait prédire réellement l'issue. En tout cas, ça nous ancre dans une référence de marché qui est à des niveaux très supérieurs à ce que nous avions connu. Alors ça a des conséquences pour les copropriétaires, les copropriétés. La première conséquence, c'est l'explosion des charges énergétiques, une explosion directe sur leur budget. Et à cela vient se greffer... un contexte, voilà, si je ne t'ai pas dit, un contexte de décarbonation qui vient en plus. Ça, c'est parce que ça ne suffisait pas. Alors, il y avait ce contexte de l'explosion des charges et également un deuxième défi à affronter, le défi de la décarbonation des bâtiments qui vient se rajouter à ces éléments et donc de la valeur verte des logements. Nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement en faveur de la lutte contre le changement climatique et je pense à la loi climat et résilience qui impacte directement les copropriétaires. En effet, dorénavant, lorsque on calcule une étiquette de performance énergétique, on ne prend plus seulement en compte les consommations d'énergie finale, mais également les émissions de gaz à effet de serre.
Première mesure. Deuxième mesure très impactante également. Depuis janvier 2023, et puis ça s'accélérera dans les années à venir, les logements qualifiés dits de passoires thermiques, en l'occurrence ceux dont la consommation dépasse les 450 kWh par mètre carré d'énergie finale par an, pour être très précis, sont tout simplement interdits à la location. Voilà. Depuis le début de cette année. Depuis janvier 2023. La loi climat et résilience, je rappelle, qui date du 22 août 2021. 2021, c'est bien ça. Donc voilà, donc on est dans une dynamique forte, une dynamique totalement nouvelle, et donc c'est le moment d'accélérer sur la décarbonation et sur la maîtrise de nos usages. Alors, une loi justement climat et résilience qui impacte directement les copropriétés. Jean-Marc Guyot, donc, est-ce qu'on constate un écart finalement entre les usagers par rapport à toutes ces lois ou ces mises en place en termes d'impact ? Absolument, Stéphane. Alors, vous avez tout à fait raison de parler des contraintes de rénovation qui pèsent sur l'habitat collectif, quand bien même le sujet principal aujourd'hui est relatif aux copropriétés. Parce que très clairement, tous les résidents ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a certains qui habitent dans des logements qui sont dotés de bonnes notes de performance énergétique, d'autres dans des logements qui sont dotés de mauvaises notes de performance énergétique. Et puis, parmi ces logements, il y en a certains dont on pourra améliorer cette fameuse note de performance énergétique en effectuant des travaux au niveau des logements eux-mêmes. Dans d'autres cas... C'est-à-dire pour faire la distinction entre les rénovations dans le logement ou des rénovations à faire sur l'immeuble ou le bâtiment, parce que dans certains cas, les travaux qu'on peut faire au niveau du logement ne sont pas suffisants. Et c'est là où il faut s'intéresser aux travaux qui sont à faire donc, au niveau de la copropriété, parmi lesquels potentiellement l'optimisation, le remplacement des chaufferies collectives. Alors nous, chez Foncia, donc, nous gérons environ 70 000 immeubles. Au sein de ces 70 000 immeubles, nous gérons 8 900 chaufferies collectives. Donc, il y en a un certain nombre qui sont gérées par Engie Solutions. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui est que, s'agissant des boucliers tarifaires, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces boucliers tarifaires ne protègent pas tous les citoyens de la même manière. En ce sens où les citoyens qui sont en chauffage individuel sont mieux protégés aujourd'hui par le bouclier tarifaire que les citoyens qui sont en chauffage collectif. D'accord. Donc c'est un fait, c'est comme ça, donc d'où l'intérêt d'optimiser tout ce qui peut l'être en matière de chaufferie collective. D'accord. Donc, si je comprends bien par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que mettre du quintuple vitrage dans un appartement ou dans un immeuble avec des murs en papier... Ça peut être très utile dans certains cas et ça peut être tout à fait inutile dans d'autres. Bon, ou insuffisant. Benoît, peut-être pour compléter ce que dit Jean-Marc. Peut-être compléter sur le bouclier énergétique, et en l'occurrence par rapport au sujet de l'écart de traitement lorsqu'on est en chaufferie collective par rapport aux particuliers. Il faut se souvenir comment ça a été mis en place, une mesure qui a été prise par le gouvernement en novembre 2021 de bloquer les tarifs réglementés de vente de gaz, ce qu'on appelle les TRVG, à destination des particuliers. En l'occurrence, ça a généré dans un premier temps des oubliés, tous ceux qui étaient chauffés en hébergement collectif à partir de gaz naturel, que ce soit par une chaufferie ou un réseau de chaleur. À partir de gaz naturel et également d'électricité. Et d'électricité, on y reviendra. Donc l'État est venu, on va dire, corriger, ou compléter cette disposition originelle en mettant en place le bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire qui a un mécanisme un petit peu différent que sur les particuliers, puisque il vient, en fait, c'est un mécanisme d'aide qui vient compenser tout ou partiellement l'augmentation des hausses du gaz, pardon. Et dans cette mise en œuvre du bouclier tarifaire, nous, les exploitants, tels qu'Engie Solutions ou encore les énergéticiens, avons pris un rôle clé, un rôle important pour le mettre en œuvre, puisque c'est nous qui assurons le calcul de l'aide. C'est nous également qui devons assurer le dépôt de l'ensemble des demandes
auprès de l'administration, adossé de tous les documents et formalités qui le nécessitent, en particulier des attestations, et in fine, assurer le versement des aides aux usagers, aux copropriétés. D'accord, merci Benoît pour ces précisions. Alors, je vous rassure, je vois vos questions apparaître. On va finir de planter un petit peu le décor et puis on va essayer d'y répondre après. Jean-Marc, une autre question quand même pour vous. Là, on parle de réponse un petit peu d'urgence, hein, Ouais, c'est ça. en fait. Hein, est-ce que on voit déjà un impact sur la facture? Alors, ces réponses d'urgence, en fait, Stéphane, elles sont positives, elles sont insuffisantes. Hein. Alors, elles sont positives parce que Sont effectivement insuffisantes parce que le mécanisme de bouclier tarifaire, très concrètement, permet de compenser, mais ne permet de revenir que à un niveau de tarif d'énergie qui est, somme toute, 2 fois supérieur à ce que nous avions connu avant la crise énergétique. Ouais, mais bon, on est content d'avoir les boucliers tarifaires. On a beaucoup travaillé pour les obtenir. On a d'ailleurs joint nos efforts en la matière. Donc ces boucliers tarifaires, ils apportent malgré tout donc une solution qui est efficace. C'est une solution de court terme pour les usagers. Benoît donc a parlé des efforts qui ont été consentis par le groupe Engie en la matière en termes de traitement administratif. Nous, chez Foncia, nous avons également déployé des moyens considérables pour s'assurer que les dizaines de milliers d'ayants droit qu'on représente perçoivent leurs aides. Par contre, c'est pas suffisant, et on va en parler ensuite, parce que pour franchir un cap de façon durable, il faut aller plus loin. Il faut consentir des investissements de décarbonation, vous en avez parlé, Benoît, à la maille du bâtiment, tout en maximisant l'obtention des aides existantes. Vous avez parlé de la loi climat et résilience. Tout ça s'inscrit dans un contexte dans lequel donc nos clients communs peuvent bénéficier d'aides. Et donc là, on parle de décisions qui sont à prendre dans le contexte de processus qui peuvent être très longs. Alors, ce qu'on dit chez Foncia, c'est qu'il y a toujours une équation magique. Donc, cette équation magique, donc, elle est très simple, à part du principe que dès lors que je consomme durablement moins, que je génère des économies durables, eh bien, la valeur de mon bien s'accroît. Et la valorisation du patrimoine, c'est un enjeu extrêmement important. J'y reviendrai tout à l'heure. Moi, je pense que ça, ce sont des mots qui doivent parler aux propriétaires. Hein, ouais. Pas de bêtises. Et notre rôle, nous, syndic, c'est très clairement de guider nos clients afin qu'ils puissent négocier au mieux tous les virages qu'implique cette loi climat et résilience dont vous avez parlé, Stéphane, et puis son planning, on l'a vu, qui pèse déjà sur certains résidents. On a parlé tout à l'heure donc des notes de performance énergétique des logements. Vous jouez un peu un rôle de boussole, de GPS dans tout ça pour les accompagner. Absolument. Alors, poursuivons justement, Jean-Marc, pour aller un petit peu plus loin. Quels sont les enjeux? Voilà, on a planté un petit peu le décor. Quels sont les enjeux qui émanent de tout ça, Jean-Marc Guyot? Écoutez, les enjeux, ils sont de deux natures. Ils sont de deux natures. Donc, il y a ceux qui touchent à la sobriété pérenne. Et donc, la sobriété pérenne, en fait, ça combine des actions de bon sens qui ont été découvertes ou qui ont été redécouvertes du fait de la crise énergétique et qui ont l'avantage d'engendrer des résultats immédiats. Donc les actions de bon sens, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera, et qui combinent ces actions de bon sens avec des décisions de moyen et long terme qui peuvent aller de travaux isolés, donc le réglage, le remplacement de chaufferie, des travaux de calorifugage, à une rénovation énergétique globale. Et puis il y a ceux qui touchent à la valorisation du patrimoine. Donc ça, c'est le bel enjeu dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la valorisation du patrimoine donc, sera la résultante logique de travaux d'importance. D'accord, merci Jean-Marc. Comment est-ce qu'on peut affronter ces enjeux, Benoît? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc. Alors, il faut résoudre l'équation magique. C'est ça le sujet. Donc, nous pensons qu'il faut l'affronter avec méthodologie. Il faut proposer une méthodologie d'accompagnement aux copropriétés pour décarboner. Et il faut prendre en compte en cela
la temporalité et le process de décision qui est spécifique dans le monde de la copropriété. Alors sur ce chemin vers la décarbonation, sur ce chemin critique, moi je retiens 3 typologies d'actions. Des actions qui sont progressives, complémentaires. Vous l'avez évoqué Jean-Marc, oui, la première des actions c'est la sobriété énergétique. Donc en 1, la sobriété. En 2, l'efficacité énergétique. Et en 3, le verdissement des installations. Alors l'ensemble de ces mesures nécessitent des investissements qui peuvent être lourds. Elles peuvent aussi être financées. On peut avoir recours à un certain nombre d'aides. Il y a pléthore d'aides et qui sont significatives. Les 2 plus importantes sont les certificats d'économie d'énergie et le mécanisme de MaPrimeRénov'. Certificats d'économie d'énergie qui peuvent également se voir boostés par des coups de pouce. Donc, il y a tout un champ d'actions à mettre en œuvre progressivement, comme je le disais. Et donc, pour accompagner la copropriété, je pense que la première étape, c'est de clarifier le champ des possibles. Clarifier le champ des possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir une copropriété, faire l'analyse de l'existant, l'étude, la récolte des données, poser toutes les solutions qui sont sur la table, en faisant in fine un avant-projet qui pose les actions de performance énergétique et environnementale avec leur poids en termes de financement, la nature des aides accessibles, la faisabilité technique bien sûr, et puis en face quel gain en termes de charge, quel gain en termes de CO2, quel gain pour affronter le confort des usagers. Voilà, donc tout ça pour aboutir à des engagements de performance énergétique, des engagements sur la durée de performance énergétique. Et ces engagements sont soutenus et d'autant plus garantis que pour Engie Solutions, elle s'appuie sur l'ensemble de nos savoir-faire et de nos technologies. Merci Benoît pour ces précisions. Alors, je vais prendre une première question qui est posée. Alors, vous me direz lequel de vous deux veut y répondre. Y a-t-il une solution ou des solutions pour faire des économies sur du chauffage en CPCU? Alors, CPCU, c'est un réseau de chaleur, en l'occurrence. Donc, oui, on déroulerait comment CPCU pour chauffage par... Non, c'est un acronyme pour le réseau de chaleur urbain de la ville de Paris. D'accord. Donc on y reviendra parce que une des solutions pour affronter la décarbonation est infrastructurelle et de se raccorder à un réseau de chaleur. Pour autant, on peut aborder les solutions de sobriété énergétique, tant bien même nous sommes raccordés à un réseau de chaleur, parce que là, il faut mettre en œuvre des solutions pour maîtriser et moduler les usages. D'accord. On me souffle en régie que CPU, c'est la compagnie parisienne de chauffage urbain. Voilà, exactement comme ça. On a tous la bonne définition. Bon, on pourra revenir après. Si on souhaite des aides, vaut-il mieux faire un audit global sur notre immeuble, une tour IGH, en conseillez-vous? Alors, je pas... Oui, je peux répéter la question? Ouais. C'est mieux. Je vais essayer de la reformuler. Si on souhaite des aides, est-ce qu'il vaut mieux faire un audit global de l'immeuble, par exemple pour une tour IGH? Est-ce que vous faites ce genre de conseil d'audit? Alors, ça ne prend pas la forme d'un audit. C'est le chemin que j'évoquais. En fait, on va aller voir l'immeuble, effectivement analyser l'usage du bâtiment, analyser l'existence, sa performance actuelle, et effectivement on va arriver au bout à travers un audit technique et surtout un avant-projet sommaire qui fixe l'ensemble des solutions et des options qui sont sur la table. Sans avoir besoin de passer par l'architecte, c'est un petit peu ça. Alors après, si vous voulez aller sur des notions de rénovation globale, et c'est là où je voulais compléter, Benoît, parce qu'effectivement, donc là, on touche directement à MaPrimeRénov' qui a été évoquée par Benoît tout à l'heure. Et donc, pour répondre à cette personne, oui, absolument, il faut passer par un audit global. Il faut avoir recours à un AMO, un assistant à la maîtrise d'ouvrage. C'est d'ailleurs obligatoire
au titre de MaPrimeRénov'. La bonne nouvelle, c'est que l'étude de l'AMO, elle est gratuite, hein, donc il ne faut pas s'en priver. D'accord. Et puis, ensuite, en fonction des résultats, décider de la poursuite du projet ou non. Hein. Donc nous, Foncia, nous mettons effectivement donc, à disposition de nos clients ce conseil. Et donc c'est un conseil que je conseille, hein, que je conseille de prendre parce qu'effectivement il est gratuit. On a le droit de conseiller du conseil, Jean-Marc. Merci en tout cas pour cette réponse. Je vous en prie. Benoît, sur les solutions du coup, puisque vous évoquiez tout à l'heure toutes ces actions à mener, en tout cas à mettre en place, j'imagine que vous, de votre côté, vous œuvrez à essayer de mettre une solution derrière chaque action. Qu'est-ce qu'on a du coup comme solution qui s'offre à nous, en tout cas, que vous avez, vous, dans votre portefeuille? Alors, une fois la méthodologie posée, l'audit, là, le conseil, le champ des possibles, alors qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui est accessible à effet immédiat. Donc on peut y revenir. Le premier volet de protection, c'est le bouclier tarifaire. Et en cela, en termes de solutions que nous proposons, nous avons mis en place un portail Internet pour faciliter le parcours pour nos clients et aboutir aux aides. C'est quand même plus de 7000 chaufferies collectives que nous avons accompagnées pour NG Solutions dans ce cadre-là. En combien de temps? En l'espace de quelques mois, hein, puisque le décret est paru au mois d'avril et dès le mois de juillet, nous avons sollicité une aide pour plus de 7000 chaufferies collectives et autant de clients raccordés sur des réseaux de chaleur. Ouais. Et du coup, même chose pour nous, parce que pour que NG Solutions puisse effectuer sa tâche en la matière, il est nécessaire pour eux de pouvoir collecter des attestations remplies par les syndics pour le compte de nos clients communs. Voilà, donc ça, c'est le premier volet de protection. Bien sûr, après, il y a des solutions. Alors, on a évoqué, la première solution, c'est la sobriété énergétique. Alors, qu'est-ce que la sobriété énergétique? C'est la modulation et la maîtrise des consommations énergétiques. On agit sur les usages. Alors, quoi ça consiste très concrètement? Plusieurs mesures qui peuvent être prises et j'illustrerai ça en termes de performance sur notre patrimoine. C'est tout d'abord le décalage du démarrage de la saison de chauffe, reculer ce démarrage. C'est bien évidemment baisser le niveau de température en logement avec ce fameux 19 degrés. Et puis c'est aussi un volet très important qui est la sensibilisation des copropriétaires à la maîtrise des énergies, à la maîtrise à leurs usages énergétiques. Et puis un panel de gestes techniques tels que par exemple le désembouage des installations ou l'équilibrage. Alors pour quel impact? Vous me direz, on a un petit recul là, puisque on a mis en place l'ensemble de ces mesures auprès de nos clients, ou en tout cas sur les panels des clients qui ont souhaité le mettre en œuvre, avec qui on a obtenu leur accord, et c'est près de 8% d'économie d'énergie que l'on a obtenu sur les 3 premiers mois de la saison de chauffe 2022. C'est quand même assez significatif parce que, comme je disais, toutes les copropriétés n'ont pas mis en œuvre l'ensemble de ces mesures et c'était soumis à leur accord. Ils peuvent avoir mis aucune mesure ou toutes les mesures de sobriété immédiatement. Et pour que tout ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a une condition, Benoît? Alors, plus que des conditions, c'est un environnement qui est favorable et là, NJ Solutions prend toute sa place. Ces mesures sont d'autant plus efficientes qu'elles sont soutenues par un écosystème complet de maîtrise de l'énergie. Et donc là, je pense en particulier à des solutions industrialisées d'automatisme que l'on met en place dans les chaufferies collectives et qui permettent bien justement de démarrer, arrêter à distance les installations et de monitorer en temps réel, de piloter en temps réel les installations. Je pense aux solutions industrielles que l'on met en œuvre en termes d'objets connectés, d'IoT,
qui nous permettent d'avoir retour des consommations et des niveaux de température dans les logements. Et puis, je pense surtout au savoir-faire de nos techniciens sur le terrain au quotidien. Il faut savoir chez Engie Solutions que cet écosystème regroupe, se matérialise par un certain nombre de salles de supervision. On a plus de 35 salles de supervision qui accompagnent nos techniciens tous les jours sur le terrain. Donc chacun de nos milliers de techniciens ont à proximité une salle de supervision qui peuvent leur aider, qui peut les aider à faire le geste juste, le geste technique pour pouvoir accompagner la sobriété. Alors, encore une nouvelle équation. Alors, je ne sais pas de quel degré elles sont, ces équations, mais en tout cas, elles sont en degrés Celsius. Ça, c'est sûr pour l'occasion. Chez Foncia, Jean-Marc, par rapport à ce que nous dit Benoît, le constat, l'observation Écoutez, moi, je vais me répéter. On a tellement attendu les boucliers tarifaires. On a pris notre part dans les discussions avec nos gouvernants les concernant. Que l'action à partir de maintenant, parce qu'on est en 2023, ça va être de tout mettre en œuvre pour que les bénéficiaires les perçoivent également en 2023 en effectuant le même travail qu'en 2022. Alors pas tout à fait le même travail, on va en faire davantage parce que l'innovation cette année, c'est qu'on dispose également d'un bouclier tarifaire sur l'électricité, donc ce n'était pas le cas en 2022. Alors moi je vais un peu répéter ce qu'a dit Benoît. On dit toujours que la répétition c'est la base de la pédagogie. Nous on a régulièrement communiqué auprès de nos clients quant aux éco-gestes qui ont été mentionnés par Benoît, la baisse de température, avec là aussi cette fameuse équation qui maintenant est très bien connue du grand public, qui est que quand on gagne 1 degré, on économise 7% de consommation d'énergie. Les éco-gestes, vous les avez mentionnés également, donc la gestion des périodes de chauffe, la gestion de l'électricité, et puis en allant plus loin, en conseillant donc des opérations de désembouage, c'est ce qu'on dit, d'équilibrage des réseaux, de mise en place de systèmes également d'individualisation de frais de chauffage. Je crois que M. Guillot en parlera tout à l'heure. Et ce sont des solutions qui, au final, sont peu coûteuses et extrêmement efficaces. Et puis, nous, le groupe Foncia, donc, nous sommes un acteur fortement engagé dans la rénovation énergétique. Nous avons un pôle d'expertise en la matière. Nous avons formé nos 1500 gestionnaires. Nous avons 70 référents à travers toute la France. Notre présidente, Laurence Battle, donc il y a un an, en février 2022, a signé un Green Deal avec le plan bâtiment durable, par lequel nous étions engagés sur un objectif ambitieux de lancement de travaux de rénovation énergétique globale dans 50 copropriétés. À fin 2022, nous en étions à 157. Ah oui. Donc nous en sommes fiers. Et donc notre ambition, c'est de faire encore mieux en 2023. Petite précision quand même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le désembouage, Jean-Marc. Alors le désembouage, je pense que Benoît en parlera mieux que moi. Comme son nom l'indique, dans les grands principes. On enlève la boue. On enlève la boue. On enlève la boue. On enlève la boue et donc du coup on favorise l'échange thermique et donc limite les déperditions inutiles. D'accord. Alors là on a vu un petit peu effectivement tout ce qui peut être mis en œuvre à court terme. C'est les solutions d'urgence, c'est les solutions de maintenant. C'était les solutions effectivement pour cet hiver et puis déjà peut-être aussi pour préparer un peu le prochain. Mais pour mettre en place tout ce qu'il faut à moyen et long terme, Benoît, par quoi ça se traduit? Donc là, la question pour le long terme, action moyen-long terme, c'est comment réussir le plus vert, moins cher. C'est bien ça qui est posé. Et donc, pour y arriver, ça nécessite des investissements qui peuvent être plus ou moins importants, voire lourds. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, je l'ai évoqué tout à l'heure. Une fois qu'on a fixé l'avant-projet avec le champ des possibles, toutes les options qui sont sur la table, et après, il faut rentrer dans le vif et concrétiser cela. Et il y a plusieurs solutions techniques, technologiques qui s'offrent aux copropriétés.
Et elles sont de deux ordres, en fait. La première, on l'a évoqué avec la CPCU, elle est à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une ville et elle est infrastructurelle. Et donc, c'est favoriser le raccordement à un réseau de chaleur qui fait appel à une énergie locale et durable dès lors que c'est possible pour les copropriétés. Si cette solution infrastructurelle n'est pas possible, n'existe pas, eh bien, la solution de décarbonation là se présente à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la copropriété. Alors nous, chez Engie Solutions, on aime bien parler de solution pied d'immeuble, à l'échelle donc du bâtiment. Et il y a plusieurs technologies qui peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, les pompes à chaleur. Pompes à chaleur RO, qui peuvent être seules ou en hybridation. Ça signifie à côté en complément d'une chaufferie gaz. Des pompes à chaleur OO, lorsqu'il y a une source d'énergie disponible, telle que de la géothermie par exemple. Ce sont également les chaufferies biomasse, des chaufferies granulées, des chaufferies biomasse dans l'immeuble en chaufferie, voire à côté de l'immeuble dans un container. Et puis également, on peut aller aussi jusqu'à insérer une brique de photovoltaïque en toiture ou en oubrière sur les parkings. Bref, un certain nombre de solutions technologiques significatives, rationnelles, qui allient la technique, l'environnement et la performance énergétique. Voilà, des approches parfois hybrides. Voilà, c'est ça, des approches hybrides, adaptées aux besoins du bâtiment, adaptées à l'ambition que se fixe la copropriété, s'il veut accélérer sur la jauge de la décarbonation ou limiter ses investissements et avoir des solutions plus rapides mais un peu plus carbonées. Voilà, c'est un équilibre qui est affronté. Alors qu'est-ce que ça implique qu'est-ce qu'il faut faire? On peut démarrer ce genre de choses tout seul? Pour démarrer, il faut faire appel à nous. Ça, c'est ce que j'aimerais souligner. Et il faut un vecteur contractuel pour aboutir à la mise en œuvre de ces solutions. Et pour cela, je vais faire la promotion de ce qui me semble être le modèle le plus adapté, qui est le contrat de performance énergétique. Alors pourquoi il est adapté? Parce que ces contrats de performance énergétique, ils sont engageants, et ils sont engageants sur la durée, et ils fixent un engagement, une garantie sur un gain de charge et un gain de CO2. Alors en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'un contrat de performance énergétique? Donc c'est un contrat qui emporte la conception des installations, qui emporte la réalisation et le financement des actions de performance énergétique environnementale dans un contrat qui comprend la maîtrise des énergies. Et ça, c'est un contrat Engie ou Engie Solutions, ou c'est un contrat qui est aussi un peu encadré par de l'institutionnel? C'est un contrat, on va dire, qui répond à un certain nombre d'attentes, puisque, on va dire, il est un peu normatif, hein, puisque... c'est un cahier des charges, quoi, un petit peu. Oui, si vous voulez, puisque le fait de fixer des engagements sur la durée, c'est ce qui donne le caractère du contrat de performance énergétique et qui donne accès d'ailleurs à un certain nombre de bonifications en termes d'aide. Et ces contrats, ils peuvent embrasser tout type d'investissement. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des contrats qui nécessitent des investissements très lourds. Ça peut être tout simplement une brique de digitalisation des installations, jusqu'à, on l'a évoqué, la décarbonation totale avec des financements plus lourds, voire encore plus importants, avec un contrat qui l'on appelle de rénovation globale, qui consiste en ajoutant des interventions sur le bâti. Avec des réductions de consommation qui sont de quel ordre, Benoît, à peu près? Alors, si on prend une intervention uniquement sur la
digitalisation, ça va être de l'ordre de 10%. Lorsque l'on va agir sur la performance énergétique, on va être 20 à 30%. Et puis avec la rénovation globale du bâti, on peut dépasser 40% d'économie d'énergie. D'accord, effectivement, donc des réductions qui sont significatives. Très significative. Alors, il y a une question qui nous est posée sur le bouclier tarifaire élec et gaz pour les copros. Mais j'ai l'impression qu'on en a parlé, ou alors il y a une petite subtilité qui m'a échappé. Une subtilité peut-être effectivement sur l'électricité. Jean-Marc l'a mentionné tout à l'heure, le bouclier élec qui venait d'arriver. Voilà, il vient d'arriver puisque les décrets ont été publiés le 30 décembre, donc c'est très récent. C'est tout frais. Et l'électricité, c'est rétroactif pour le deuxième semestre 2022. Je peux en dire deux mots rapidement, si vous voulez, Benoît. En fait, il y a deux décrets qui sont parus le 30 décembre concernant l'électricité. Un premier décret qui couvre la période qui va du 1er juillet au 31 décembre 2022. Nous, on aurait préféré que le décret couvre l'ensemble de l'année 2022, mais on prend malgré tout ce qu'il y a à prendre. Et puis un décret qui couvre l'ensemble de l'année 2023. Et ces deux décrets viennent corriger donc un oubli qui était que toutes les personnes utilisant de l'électricité forte puissance, que ce soit d'ailleurs pour du chauffage ou pour d'autres usages dans les parties communes, ne bénéficiaient d'aucune protection dans un contexte où parfois le prix de l'électricité avait été multiplié par 10. D'accord. Pour compléter ce que vient de nous expliquer un petit peu Benoît sur justement ces vecteurs contractuels, ces mises en place, voilà, moyen long terme, chez Foncia, vous, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qu'on a fait Donc, nous, en tant qu'acteurs engagés de la rénovation énergétique, et c'est quelque chose que l'on revendique haut et fort, notre rôle, c'est d'informer, d'accompagner les copropriétés sur tout le champ des possibles en matière de performance énergétique. Donc ça va de petits travaux, on en a parlé, à des projets de rénovation énergétique globale, on en a parlé aussi, mais on ne le répétera jamais assez, tout en informant nos clients de toutes les aides financières, ça on l'a mentionné tout à l'heure, et elles sont importantes ces aides, et je crois que M. Louineau nous en parlera tout à l'heure, qui sont associées à ces projets. Informer nos clients également du cadre réglementaire, il faut le connaître, c'est un dédale, et puis de ses contraintes. Alors ça chez nous, donc ça implique de former régulièrement nos équipes. Oui, parce qu'il faut se tenir au courant de tout, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. On a des décrets qui paraissent, l'actualité riche. Oui, tout à fait, l'actualité est très riche. Et dans mon département, département de la maîtrise des charges, eh bien, mon équipe référence à longueur d'année, donc des partenaires de qualité, c'est important. On travaille avec des partenaires comme Engie Solutions afin de garantir que les résultats soient au niveau de ce qui est attendu par nos clients. D'accord, merci beaucoup Jean-Marc. Alors, on va maintenant, s'il est avec nous, accueillir Nicolas Louineau. Nicolas Louineau, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Et vous? Je vous entends très bas, mais je vous entends. Alors, je vais essayer de parler fort. Voilà, c'est parfait, je vous entends. Après, c'est peut-être sur le plateau, mais en tout cas, je pense que les internautes vous entendent. Donc, Nicolas, je rappelle que vous êtes président du conseil syndical de Maubuisson 2, donc une copropriété de 186 lots, une tour de 17 étages, une tour de 15. Vous, quelle est votre vision quant à l'importance des enjeux en termes de rénovation énergétique pour les propriétaires? Voilà, donc du coup, dans le cadre des copropriétés, et vous, qu'est-ce que vous avez engagé de votre côté? Alors oui, c'est vrai que la rénovation énergétique pour les propriétaires, elle est importante, je pense, sur deux points. Quand on entend rénovation énergétique, on entend une baisse de la consommation et donc des économies à la clé. Mais il faut aussi penser à la plus-value que ça a sur le bien immobilier. Alors bien sûr, ça a un surcoût, ça a un coût, mais qui s'amortit rapidement. Il faut aussi penser donc au confort de vie qui s'améliore, sans oublier que nos efforts à rénover permettent d'être dans le développement durable avec notre environnement, de par la baisse de la consommation énergétique et de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, précisément, sur votre résidence, donc, qui s'appelle Maubuisson 2, je le rappelle? Donc, on a commencé par notre chaudière.
qui était de 2007 à l'époque. Et en fin 2020, en fait, Engie nous informe que le contrat d'entretien arrive à terme en 2022 et donc il va falloir la rénover. Alors, excusez-moi, Nicolas, je ne sais pas, qu'on me dise en régie si c'est moi qui vous entends mal ou si c'est le cas de tout le monde, parce qu'on vous entend très très bas. Alors, je peux parler encore plus fort? Vous allez finir avec un mégaphone, Nicolas, Ouais. avec votre téléphone. Non, non, mais moi, je vous entends bien, par contre. Je peux continuer ou pas? Écoutez, allez-y. Allez-y. Donc, qu'est-ce que vous avez fait Donc, dans votre on a résidence? changé la chaudière. Donc, c'était mars 2021, on a validé le devis. Et donc, l'été 2021, elle était déjà en place. Donc, ça a été très rapide. En termes de prix, donc c'était une chaudière qui nous a coûté, c'était 3 chaudières en fait à condensation. Ça nous a coûté 160 000 €, mais enfin, elle coûtait 160 000 €. Mais avec les certificats d'économie d'énergie, donc on avait 50 000 € en moins. Et en fait, avec les économies qu'elle permettait, en fait, on n'a rien à payer. Les mensualités de ce qui restait à payer, on ne les voyait pas finalement. Concrètement, en termes de D'économie? baisse des charges, Oui. ça nous a fait en fait gagner 20 000 € à peu près sur un budget de 450 000 annuel. Donc c'est une baisse quand même qui est intéressante. Nous, on a remarqué que ça nous a permis de baisser vraiment le budget chauffage de 25%. Ouais, donc c'est considérable, hein, si je peux me permettre, Stéphane. Oui. Ce que ça veut dire, Monsieur Louineau, c'est qu'en fait, votre investissement est d'ores et déjà complètement amorti, hein, si je comprends bien. Si on combine l'économie de consommation avec les certificats d'économie d'énergie que vous avez perçus. Ouais. Ah ouais. Et puis après, on ne s'est pas arrêté là. Donc c'est vrai qu'on a fait on a continué notre rénovation énergétique complète. On a fait donc l'isolation des murs, du toit, du sous-sol, des loggias. On a posé des robinets thermostatiques. On a posé des bouches VMC hydro-réglables avec des caissons de ventilation basse conso. On a changé aussi notre éclairage. C'est des choses toutes bêtes, mais sur des grands immeubles comme ça, les paliers, souvent, ils fonctionnent chez nous par 6 parce qu'en fait, ça évite la multiplication des minuteries au niveau du tableau électrique. Et quand on allumait un palier, ça en allumait 6. Donc, on s'est dit, là, on va faire des travaux là-dessus. On a pris ça sur le fond de travaux et on a donc changé des lampes. On les a mis en LED et puis en détection automatique, ce qui a permis de les individualiser. Donc voilà, on a changé ça. Et puis après, il y a les ouvertures on n'a pas voulu les changer toutes parce qu'en fait, on a considéré que c'était privatif et surtout parce qu'il y avait beaucoup déjà de double vitrage. Donc on n'a pas voulu faire des frais pour tout le monde, pour ceux qui avaient déjà changé récemment. On va finir par parler de l'école Maubuissonnière. Oui, non, tout à fait. Vous allez devenir l'exemple à suivre. On va dire, alors, il faut faire comme Maubuisson 2. Comment est-ce qu'on franchit, j'allais dire comment on franchit ce cap, Nicolas Louineau, mais comment on franchit ces caps pour réussir à mettre tout ça en place? Qu'est-ce que ça implique au niveau de la copropriété? De la discussion, oui, avec J'imagine. le syndic de copropriété, les habitants. Alors après, je pense qu'il y a deux façons de procéder. Alors pour la chaudière, il n'y avait pas de piège. Il fallait se lancer, c'était évident. Pour le ravalement, forcément, il va falloir mettre la main au portefeuille. Et souvent, l'élément déclencheur, c'est la vétusté des parois de l'immeuble avec des morceaux de béton qui se détachent. Donc là, à un moment donné, on sent bien que les personnes, ils comprennent qu'on ne peut pas mettre en sécurité l'immeuble avec des filets. Enfin, je veux dire, ça rend l'immeuble vraiment pas attractif. Donc, oui, là, ça rejoint ce que disait Jean-Marc au début sur la valeur patrimoniale, en tout cas, qui est un facteur de sensibilisation, en tout cas. Donc, on le fait donc soit naturellement parce que voilà, ou soit on est contraint justement par cette érosion importante de l'immeuble.
Après, ce qui était intéressant, donc quand on a validé le ravalement, on s'est très vite rendu compte qu'entre un ravalement classique et un ravalement énergétique, il n'y a pas une différence si importante. Et en fait, il faut se dire que quand on fait un ravalement classique, on ne touche pas les aides. Donc, quand on fait le calcul, si on fait le ravalement énergétique, avec les aides que les personnes peuvent avoir, hein, alors nous, c'était avant ma prime rénov', en fait, c'est toujours en fonction des revenus, j'imagine. Donc, il y avait soit, on avait très peu d'aides, soit 35% de pris en charge ou 50% de pris en charge. Donc, quand on fait le calcul, on se dit, vaut mieux faire un ravalement énergétique, simplement. Ouais. Alors, pardonnez ma gourmandise, Nicolas, mais quand on a quelqu'un comme vous, là, qui a une expérience aussi riche à partager, vous nous avez déjà donné quelques petits éléments sur effectivement le retour sur investissement, en tout cas, de toutes ces actions menées. Mais est-ce que est-ce que vous auriez la gentillesse peut-être ou la possibilité de nous partager d'autres plus-values, d'autres gains apportés par toutes ces actions menées? Oui, donc comme ça a été dit aussi sur le plateau, la valeur patrimoniale augmente, ça c'est sûr. On a une diminution importante des consommations énergétiques. Nous, on va vraiment le voir sur 2022-2023 parce que le ravalement est sur le point d'être terminé. Donc là, on verra totalement. Il y a une isolation. Alors, il y a le gain sur la qualité de vie parce que l'isolation phonique apportée par les doubles vitrages ou par l'isolation des murs aussi qui apporte un peu d'isolation phonique. Ça, c'est agréable, très agréable même. Il y a aussi cette inertie thermique qui, avec l'isolation, on découvre ça, de voir cette stabilité des températures intérieures au quotidien en fonction des heures de la journée. Ça ne bouge pas, donc ça, c'est agréable. Il faut penser aussi à la bonne ventilation. C'est important d'en avoir une bien régulée, bien pensée, parce qu'il faut penser aussi à la pollution intérieure. Il faut qu'une ventilation permanente, en fait. L'idée d'aérer 10 minutes par jour, c'est le minimum, mais il faut que ça ventile tout le temps, en fait. Après, on voit bien que moi, je voyais qu'avant l'isolation, je chauffais généralement quand on descendait en dessous des 10 degrés dehors, parce que quand même, avec le grand immeuble, la chaleur quand même a tendance à monter. Mais maintenant, depuis l'isolation, en fait, je vais chauffer peut-être un peu quand ça descend sous le 0 degré. Donc voilà, en ce moment, je suis à plus de 19, il n'y a pas besoin de chauffer en fait. Oui, effectivement, on peut parler d'isolation réussie. Ouais, non, mais c'est assez extraordinaire, si je peux compléter votre propos, Monsieur Louineau, parce que donc on parle d'un immeuble qui a été construit dans les années 70, hein, je parle sous votre contrôle, Monsieur Louineau. Ouais. C'est un immeuble de 180 logements sur 2 tours, hein, Oui. c'est bien cela. Et ce qu'explique Monsieur Louineau, c'est que cet immeuble est en voie d'être transformé en un immeuble hautement performant sur le plan de la consommation énergétique. Hein, donc c'est juste fantastique. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que bien, le fantastique est possible. Hein, on vient d'en avoir la démonstration. Oui, parce que vous dites 2 tours, mais je le rappelle, on parle de 2 tours, l'une de 17 et l'autre de 15 étages. Alors, normalement, on termine toujours une interview comme ça, Nicolas Louineau, par quelles sont les prochaines étapes. Mais dans votre cas, je pense que on peut imaginer tout naturellement que vous êtes arrivé au bout. Oui, c'est vrai, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. J'ai pensé, il faudrait peut-être faire une étude, peut-être installer des panneaux solaires sur le toit pour faire baisser la consommation électrique, le budget électricité. Pourquoi pas? Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Louineau, pour toutes ces réponses. Voilà pour cet éclairage. On vous souhaite une excellente fin de journée. On a dépassé un petit peu le temps là, déjà de 3 minutes. On vous remercie toutes et tous pour vos questions qui sont nombreuses. C'est une vraie pluie de questions. On ne peut pas toutes les prendre, hein, on s'en excuse. Il y en a 2-3 que j'ai sous les yeux et que je vais soumettre à Benoît et Jean-Marc. Alors, bonjour. Voilà.
Quelles sont les palettes d'outils pour améliorer les consommations et les diverses sources d'amélioration des sources d'énergie actives et passives? En bref, quelle approche intégrée et exhaustive pour réduire les consommations, mais aussi pour développer d'autres sources d'énergie? Donc, entre parenthèses, c'est précisé géothermie, pompe à chaleur, installation de PV, donc de photovoltaïque, j'imagine, en toiture, etc. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Il y a vraiment un panel de solutions aujourd'hui qui existent, hein, qui sont industrialisées. On a des partenaires derrière nous, des partenaires constructeurs, une force d'achat, et une force d'exploitation de ces installations, un retour d'expérience. Et donc ça recouvre à la fois des pompes à chaleur, des chaufferies biomasse ou du photovoltaïque. Et peut-être demain des solutions incluant l'hydrogène. Et quand on parle de chaufferie biomasse, Benoît, parce que ce n'est pas ce que je connais le mieux, ce que je comprends, c'est qu'on peut convertir des chaufferies existantes en chaufferie biomasse. Alors, effectivement, on peut passer d'une chaufferie fuel ou une chaufferie gaz à une chaufferie biomasse, donc engageant de la plaquette forestière ou des granulés, et cela soit en complément, en hybridation de l'installation existante, soit en remplacement complet. Alors, ça nécessite un peu d'infrastructure, mais c'est faisable, et c'est pérenne, et ça appelle à une énergie locale. Ouais, mais il existe vraiment tout un panel de solutions, c'est extrêmement large, et encore une fois, si l'immeuble est un immeuble comme l'immeuble de M. Louineau, donc avant que les actions qu'il a décrites soient prises, le mieux est effectivement d'envisager une rénovation énergétique globale. En tout cas, c'est ce qu'on conseille, hein, de façon à pouvoir profiter des avantages de MaPrimeRénov'. D'accord. Alors, dernière question. Les bonifications et aides évoquées par le représentant d'Engie, par vous, Benoît, sont-elles différentes de celles présentées par l'ANA et peuvent-elles être intégrées ou peuvent-elles intégrer les aides des collectivités locales spécifiques? Alors, il y a un panel assez large d'aides. Et effectivement, la prime Rénov' est, on va dire, fait recours à l'ANA. Mais il y a à côté de ça aussi d'autres types d'aides, comme les certificats d'économie d'énergie, où là, ce sont les énergéticiens comme nous qui sommes en capacité de valoriser ce certificat d'économie d'énergie et de proposer de facto une diminution sur la facture des investissements. Oui, parce que je crois que c'est l'un ou l'autre, hein. On a MaPrimeRénov' qui est un socle, et si on a les aides de l'ANA, on ne peut pas prétendre au certificat d'économie d'énergie. Si on a les certificats d'économie d'énergie, on ne peut pas prétendre aux aides de l'ANA. Et juste sur MaPrimeRénov', je pense qu'il est important de mentionner le fait que les aides ont été récemment bonifiées par rapport à ce qu'elles étaient antérieurement. Voilà, il y a une bonification, il y a une aide socle jusqu'à 15 000 euros. Et un bonus complémentaire si vous sortez de l'étiquette F ou G, ou alors si vous atteignez la performance idéale A ou B, et puis un financement complémentaire lorsqu'il s'agit de copropriétaires modestes, voire très modestes. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Benoît et merci Jean-Marc. Voilà, ce webinaire arrive à sa fin, à son terme. Voilà, on a dépassé un petit peu de 7 minutes, me dit-on en régie, c'est précis. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. On espère en tout cas que ça vous aura éclairé, que ça a répondu aux questions qui ont été posées. On s'excuse pour celles et ceux qui n'auront pas pu trouver de réponse directement. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans la journée sur le site du Moniteur et que, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez peut-être même lui mettre une note. Voilà. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.